TDAH, c'est plus tous les TND, hein. Et la question, c'est cette interface entre le droit et la médecine, finalement, elle mérite d'être travaillée parce qu'elle concerne les patients et les familles au quotidien. Voilà. Alors, déclaration d'intérêt, oui, je suis très vénal, parce que je travaille beaucoup et ça fait moins d'1% de mes revenus. Donc, voilà. Donc, de l'égalité à l'inclusion. On ne va pas dire que de nos jours, avec la politique, c'est important, mais quand même. Liberté, égalité, fraternité. Et voilà, donc la différence entre l'intégration et l'inclusion, c'est d'offrir aux ceux qui en ont le plus besoin, le plus d'aide, de soutien pour arriver au même niveau. Et pour parodier c'est dans Jean Orwell, mais parodie un peu Coluche, hein, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est un peu dommage. Donc le but, c'est justement ça, de rendre tout le monde égaux. Alors, je vais parler sous le contrôle de Maître Jallois qui est dans la salle, qui va bondir si je dis une bêtise au niveau du droit. Je ne suis pas juriste, hein, donc j'essaie de faire de mon mieux. Pardonnez-moi d'avance. Alors, en France, on a une division, alors qui n'est pas reconnue dans tous les pays, c'est la summa divisio. C'est la grande division en latin. Donc, on distingue le droit privé, celui qui concerne les personnes, et le droit public concerne les biens. Donc, en droit international, droit privé, droit public, et droit des traités de l'Union européenne, en droit interne, droit privé, droit public, et puis le droit mixte. Et puis, en dernier recours, en dernière structure, on a un droit comparé qui compare les systèmes juridiques dans différents pays. Alors, c'était un peu le schéma qu'on avait suivi le 18 janvier quand on avait fait ce colloque Enjeux légaux et TDAH. Et vous voyez que déjà, ça devient très compliqué de parler du droit, parce que de quel droit, finalement, on va parler. Les situations sont toutes diverses et les problématiques sont toutes diverses. Et donc, il va falloir que, je dirais, les spécialistes du droit soient aussi bien formés au TDAH que les spécialistes de la santé pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savaient pas trop ce que TDAH, TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement qui débute donc par définition à la période du développement, c'est-à-dire tout petit, qui touche plus les garçons que les filles au début, au plus jeune. Après, ce qu'on appelle le sexe ratio s'équilibre avec l'âge. Il persiste dans la plupart des cas. Quand on dit la plupart, c'est entre 50 et 75% quand même. Donc, des petits TDAH font des grands TDAH. L'origine est complexe, elle est essentiellement génétique. Alors, pour la petite histoire, il y a une étude qui est sortie récemment de Montis, 2024, je pense, ou fin 2023. Donc, on a 27 gènes fortement suspects impliqués dans le TDAH. Alors, malheureusement, dans tout ce qui est psychiatrie génétique, les gènes marchent pour plusieurs troubles. Donc, c'est un peu le bazar, mais on en a 27 et la plupart concernent des protéines du développement précoce du système nerveux. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est inscrit dans le corps. On ne peut pas dire tout. Mais rien de spécifique. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un gène que ça n'est pas génétique. Les critères donc, qui sont fixés depuis 1994 ne bougeront probablement pas, sauf à démembrer ce que j'appelle de mes voeux quand même à un moment le TDAH, parce qu'il y a quand même une hétérogénéité qui est bien moindre que dans le TSA, mais quand même. On a 18 critères comportementaux, je ne vais pas y revenir dessus. L'âge de début, qui est un critère qui est un peu stupide, puisqu'il n'y a pas d'âge de début, ça commence quasiment in utero, hein, dans certains cas. C'est à peu près imbécile de dire que ça commence après l'âge de 6 ans, ou avant l'âge de 6 ans, ou avant l'âge de 7 ans, ou de 12 ans. C'est pour ça que le DSM parle de certains symptômes ont pu apparaître avant l'âge de 12 ans, ce qui est plutôt flou et plutôt correct finalement. Les critères de survenue, les contextes de survenue, donc ça survient dans différents environnements, et l'environnement est très important. Il faut qu'il y ait un retentissement et il y a un critère d'exclusion, comme dans toutes les classifications, c'est-à-dire que le tableau n'est pas mieux expliqué par un autre. On sait que c'est fonctionnel aussi, c'est pas anatomique, il n'y a pas de lésion du système nerveux, c'est fonctionnel, donc la dopamine est impliquée, puis un peu l'adrénaline aussi, les fonctions exécutives, et puis ce que j'aime bien, c'est une théorie neuro-énergétique, mais je peux vous faire un capella si vous voulez, mais ça va vous embêter. Donc, on va pas passer dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours imaginé que le cerveau d'un patient avec un TDAH, c'était un carburateur avec de la poussière, donc il y a des fois où ça sort, des fois où ça fonctionne, et là, quand on tire le starter avec la motivation, ben, bizarrement, le moteur fonctionne bien, donc à mieux. Donc, on a un fardeau pour le patient, pour l'entourage, et je pourrais dire pour la société, parce que les études médico-économiques sont rares, mais il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une étude
Le TDAH coûte en France 0,14% en coût direct de- du PIB, 0,14%. Et en coût indirect, 0,15% en chiffre euro de 2019, ce qui veut dire 8 milliards par an, quand même. Hein, donc, c'est pas juste des enfants mal élevés. Hein. Il y a quand même des conséquences pour la société importantes. Comorbidité psychiatrique aussi, ben, entre les autres TND bien sûr, parce qu'ils ont le même, en partie le même mécanisme, on va dire, en tout cas même développement précoce, etc. D'autres troubles psychiatriques, bien sûr, puisque le patient qui a un sur trouble en psychiatrie, ça n'existe pas. Et puis, les choses qui se développent aussi beaucoup, les comorbidités non psychiatriques somatiques. Euh, je parlais de démembrer le TDAH, je pense qu'il va être démembré dans pas longtemps, parce qu'on est sur la piste de mécanismes auto-immuns ou inflammatoires, comme dans plusieurs maladies psychiatriques. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait des spécifiants, comme les Américains pour l'instant, donc des modificateurs, mais qui pourraient arriver à un démembrement du tableau. La prévalence, ce n'est pas un trouble qui est rare. On est plus de 2 millions de personnes avec un TDAH en France. Donc, il y a 2% avant l'âge de 6 ans. Donc, ça ne commence pas. C'est pas rare très tôt. Hein, ça commence très tôt. 4% entre 6 et 17 ans, 2,5 jusqu'à 59 ans, et puis 1% à 60 ans. Et donc, il y a pas mal de gérontologues qui commencent à s'intéresser au TDAH parce qu'ils ont une population de personnes âgées dont ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que ce sont des MCI, comme on dit, ce sont des Mild Cognitive Impairment, des gênes cognitives légères, est-ce que ce sont des déprimés, est-ce que ce sont des pré-Alzheimer, des pré-démences accordées Lewy, etc. Comme la démence n'arrive jamais, c'est un peu embêtant aussi d'en prélever un truc qui n'arrive pas. Et en fait, on a souvent des TDAH dans cette population de personnes âgées. Donc, ça, c'est un survol rapide sur le TDAH. Et on reprend le cours. Donc, TDAH décrit depuis très très longtemps. Donc, on a des dates un peu clés. 1775, c'est classiquement la description par Weikart en Allemagne. Bon, il y a une publication hollandaise, je crois, il y a un an à peu près, qui a exhumé un texte de 1753, donc 20 ans plus tôt, sur la description d'un TDAH adulte. 1767, c'est Bourneville, hein, la description des enfants agités en France. 1937, c'est la découverte de l'efficacité de la benzédrine, qui est une amphétamine, sur les symptômes du TDAH, qui ne s'appelait pas TDAH à l'époque. Hein, c'était un dysfonctionnement cérébral mineur. Et la benzédrine, on ne savait même pas comment ça existait. Ça marchait parce qu'on ne connaissait même pas la dopamine, dont la découverte vaudra le prix Nobel de médecine à son découvert dans les années 50. 1980, c'est le DSM-3, c'est qu'on a changé de paradigme. En psychiatrie, on a mis des critères pour faire les diagnostics catégoriels, puisque les diagnostics, on va dire, très psychanalytiques, hein, puisque le DSM-2 était quand même très psychanalytique, fonctionnait relativement mal. Donc 1980, c'est la création du DSM avec l'isolement, la caractérisation des troubles, le TDAH bien sûr, l'homosexualité qui est sortie des perversions sexuelles, mais l'anorexie mentale aussi, et le PTSD, c'est le DSM-3. Hein. Les gens qui me disent que le DSM-3 a servi à inventer le TDAH, ben, il a fait aussi l'anorexie mentale, il fait aussi le PTSD. 2013, c'est la date du DSM-5. Alors, plus récemment, on a au niveau mondial avec l'OMS, la classification internationale des maladies, la CIM-11, qui s'est déployée progressivement depuis 2018. Les deux classifications ont tendance quand même à converger, puisqu'elles reposent quand même sur les mêmes preuves scientifiques. Donc, au bout d'un moment, forcément, le discours se rapproche. Il y a quand même du pied de finesse entre DSM-5 et CIM-11, mais ça dépasse le sujet du jour. Donc, tout ça pour vous dire que depuis Molière et même avant Molière, puisque La Bruyère, quand il écrit les caractères, il s'inspire euh, de, des auteurs grecs. Donc, c'est troisième siècle avant Jésus-Christ. Vous pouvez lire les caractères de La Bruyère. Hein, il y a le grand parleur, il y a Ménal, etc. Ce sont des descriptions de TDAH adultes assez amusantes. Donc, c'est pas un trouble ancien, c'est un trouble ancien, pardon, c'est pas nouveau, ça n'a pas été inventé aux USA pour, 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 aux USA pour aider
diffuser, réduire les stocks inexploités de Ritaline qui avaient été synthétisés. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, mais les scientologies est toujours très rapide à trouver des théories complotistes. Alors, la question pour arriver au sujet du jour, c'est est-ce que le TDAH constitue un handicap? Parce que finalement, c'est ça la question. Alors, on a des définitions du handicap, on en a plusieurs. Et vous allez voir qu'elles sont quasiment toutes proches, elles convergent toutes rapidement. Donc, c'est les handicapés, toute personne dont l'intégrité physique, dit l'OMS, ou mentale, est passagèrement définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, de sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Alors, l'histoire du handicap en France, vous allez voir, elle a été liée à la notion de travail, hein, d'accident de travail, etc. Donc, vous allez voir que c'est deux voies qui ont progressé, qui ont convergé. En préambule donc, de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la CNIPH, les Nations Unies précisent donc que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre les personnes présentant une incapacité et les barrières comportementales ou environnementales. Donc en fait, le fait d'être confronté à un environnement qui crée le handicap, c'est quand même encore une évolution. Et tout ça pour faire obstacle à la pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Effectivement, le but, quand on va vouloir compenser le handicap, c'est de rendre l'égalité réelle pour tout le monde. Et la France a ratifié la Convention internationale en 2010, donc c'est relativement récent. Et puis, on a la loi de 2005. Alors, tout le monde en parle, hein, on suit la loi de 2005. Je ne sais pas si beaucoup de vous l'ont lu, mais enfin, elle est quand même très, très importante parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Notamment une définition du handicap qui reste actuelle. Certains disent que la loi va être révisée dans quelques temps et adaptée au goût du jour, mise au goût du jour. Mais en tout cas, elle constitue un handicap au sens de cette loi toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par son environnement, par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, ça le mot est mis là, ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Ce qui veut dire que finalement, au sens de la loi de 2005, on n'est pas handicapé parce qu'on est dans un fauteuil roulant, on est handicapé parce qu'il n'y a pas de rampe pour aller à la poste pour poster une lettre. D'accord? C'est ça qui est très important. Parce que quand on dit aux gens qu'on va faire un dossier MDPH, la première réponse, c'est je ne suis pas handicapé. Bah si, handicapé, mais ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas honteux. Hier, j'avais une patiente qui a mis 1 an à poster son dossier pour une RQTH, tout en disant qu'elle n'avait pas besoin de la hache. D'accord, bon, voilà. Bon, on va voir ce que vous avez la MDPH avec. Comme quoi, les réticences sont assez importantes. Et dans le Code du travail, donc, comme je vous dis, c'est notre veille qui est importante, donc, il est considéré comme un travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, ça, vous l'avez justement dans la RQTH, sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc finalement, avec toutes ces définitions, le TDAH est bien une situation de handicap. Alors, l'histoire du handicap et de l'assistance, ça a commencé par l'assistance. L'assistance aux nécessiteux, aux pauvres. Vous savez que les hôtels Dieu ont été créés dans le haut Moyen-Âge pour ça, donc pour porter assistance aux infirmes. Au XIVe siècle, on se dit que c'était un peu trop, donc on va les parquer quand même, parce que ça fait un peu tâche. Donc on les a essayé de les enfermer, de les isoler. Et puis en 1554, donc on va créer le bureau des pauvres, justement, pour essayer d'endiguer le flux des pauvres qui arrivent dans Paris, mais on ne va pas y arriver. Catherine de Médicis va fonder donc, en 1612 l'Hospice Notre-Dame de la Charité, et Louis XIV va l'augmenter juste 30 ans plus tard en créant l'hôpital général de la Salpêtrière qui est une emprise sur l'hospice. Et même ça va être trop compliqué, c'est saturé aussi. Donc 1749, Diderot publie sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Et comme tout ce que écrit Diderot, ça fait polémique, mais l'idée c'était finalement comment est-ce qu'on peut éduquer des enfants ou des adultes qui sont aveugles, tout simplement. Donc c'est effectivement une question philosophique, mais qui n'est pas dénuée de bon sens.
Et ça va donner l'idée à Valentin Haüy, donc en 1785, de former la première école gratuite accueillant des aveugles. Et cette notion de privation sensorielle va parcourir aussi le temps. Alors, on a la Révolution française, on a le comité de mendicité, donc La Rochefoucauld-Liancourt, qui va inscrire dans la loi donc, le principe d'assistance obligatoire aux personnes infirmes ou invalides. Et donc, c'est des avancées de la Révolution française. Et puis, on a tous, ceux que ça intéresse en tout cas, tous ceux que ça passe ont vu cette peinture de Muller donc sur Philippe Pinel qui libère les aliénés de Bicêtre. Alors, c'est très joli, ça ne s'est jamais passé en fait. C'est son fils qui a raconté cette histoire qui ne s'est jamais passée, mais ça faisait bien pour l'image du père. Néanmoins, Pinel, c'est quand même un type relativement intéressant parce qu'il a commencé à se poser la question des causes des maladies mentales et comment on allait les classer. Les déprimés, les mélancoliques, etc. Donc, il a commencé à tenter d'avoir une première nosologie. Et c'est son élève Esquirol qui va continuer. Alors, c'était pratique en psychiatrie parce que globalement, il y avait l'alcoolisme et la syphilis. Donc, c'est simple pour la classification. Ça, c'est un peu compliqué. Et puis, l'histoire du handicap sensoriel est revenue. Alors, Pinel, il faut vous dire, c'est un truc, Pinel avait une distinction. Il y avait les imbéciles et les idiots. Donc, ça aussi, c'est assez simple. Les imbéciles, on peut les éduquer. Les idiots, c'est foutu. Euh, donc, puis l'histoire du handicap sensoriel donc, est arrivée. Jean Itard donc, a travaillé euh, avec les sourds. Vous savez que Jean Itard, c'est le médecin qui avait découvert, tenté d'éduquer un idiot célèbre, c'est Victor de l'Aveyron, qui probablement devait être un déficit intellectuel plus ou moins autiste, qui avait été abandonné pour que la nature règle le problème. Il avait aussi une petite cicatrice au niveau du cou de 15 cm. Je pense que quelqu'un avait dû essayer de l'égorger pour s'en débarrasser. Donc, on faisait simple à l'époque. Euh, Puis il a survécu à plein de choses. Et puis Itard a essayé d'éduquer et il s'est cassé les dents. Néanmoins, Bellhomme a repris, alors sans trop le connaître, peut-être en ayant un peu d'héritage, mais il a repris les travaux sur l'éducation des sourds et c'est lui qui a commencé le langage signé. Puis Édouard Séguin, il est célèbre pour avoir été l'instituteur des idiots à Bicêtre. Séguin qui a été ensuite un peu trop visible pendant la Révolution, donc on lui a demandé de partir, enfin il est parti aux USA où il a été beaucoup plus célèbre qu'en France, et puis c'est Bourneville qui a pris la suite. Donc Bourneville et ses ailes qui vont décrire les enfants agités. Donc on est dans ce mouvement-là, vraiment d'assistance, de reconnaissance et de tentative de compréhension des choses et de tentative de compensation. On n'est pas encore dans l'école de Jules Ferry, mais enfin, on va y arriver, hein, vous le sentez. Et puis, du côté du travail, il y a le droit à la réparation qui va apparaître, donc les actions du travail. Je ne vais pas vous asséner la lecture de la diapositive, mais vous voyez que progressivement, de 1898 jusqu'à milieu du XXe siècle, on a créé différentes choses. Donc, on peut être victime d'accident au travail. Euh, la Fédération des mutilés du travail aussi va être créée en 21. On va demander aux entreprises de recruter des mutilés de guerre parce qu'il faut les réinsérer dans la société. 45, c'est des ordonnances de Gaulle qui vont créer la sécurité sociale. Et puis, on va créer une allocation de compensation. On va commencer à créer des commissions départementales d'orientation. Et puis, en 57, on va avoir le reclassement professionnel avec la notion de travailleur handicapé qui va apparaître. Handicapé par le travail, ou en tout cas, ne pouvant pas accéder au travail. L'instauration donc, de la priorité d'emploi, donc un quota de 10% des sociétés, définition du travail protégé, et puis la création d'un conseil supérieur pour le reclassement professionnel. Donc là, c'est notre lignée de développement, notre piste, mais qui va rejoindre, bien sûr, ça va bien compris avec la 2005. Et puis ensuite, on va essayer d'intégrer. Donc, la 75 va apparaître, qui va réglementer, donc il y a deux lois en 75 en fait, donc la réglementation des institutions sociales et médico-sociales, et puis ensuite, on va commencer à parler de l'importance de prévenir et de dépister les conditions de handicap, d'éduquer de manière obligatoire les enfants, donc de donner un accès à l'éducation aux enfants et aux adolescents handicapés. Finalement, c'est relativement récent, ça fait 50 ans. Hein. Les institutions donc, vont être ouvertes à l'ensemble, les accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population, maintien des personnes handicapées chaque fois possible dans un cadre ordinaire. Ça paraît évident, mais ça date de 50 ans. Hein. Et c'est là qu'on va créer, pour les plus vieux, moi j'ai CG, hein, CDES, hein, dans les jeunes années, pour les moins de
20 ans, puis la cotorep pour plus de 20 ans, et l'AH qui est apparue donc en 75. En 73, on a une loi qui va mettre officiellement fin à, enfin, qui va officialiser, inscrire dans la loi, plutôt, inscrire dans la loi une jurisprudence de la Cour de casse, c'est l'arrêt Perruche. C'est l'histoire des parents qui sont porté plainte pour faire réparer la naissance de leur enfant, la naissance de leur enfant qui était avec une rubéole contractée pendant la grossesse. Euh, et donc, ils se plaignaient, à juste titre sûrement, que les tests de laboratoire n'avaient pas été faits à temps, pas été de qualité suffisante, etc. Et que donc, on les a finalement obligés, quelque part, à avoir un enfant handicapé. Et donc, c'était un peu gênant quand même de se prévaloir du seul fait de sa naissance en termes de préjudice. Et donc, la Cour de casse a cassé ça et la loi 73 a officialisé très, très rapidement la cassation. Et donc, on ne peut pas se prévaloir euh, de- du hasard, entre guillemets, d'être né handicapé. Par contre, la loi, dans le même temps, réaffirme la nécessité qu'une fois que le handicap est là, ben, il faut compenser les conséquences, quelle que soit l'origine, la nature de sa déficience, son âge, son mode de vie, et la garantie d'un minimum de ressources permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. Vous voyez que toutes ces déclarations sont des belles déclarations d'intention, et puis après, dans la réalité, tout ce qui sont confrontés aujourd'hui à la MDPH, on va en dire des choses différentes. En tout cas, en 2002, donc, le président Chirac va annoncer que les choses vont, euh, que la prise en compte des personnes handicapées est une priorité nationale. On va avoir l'arrivée des assistants d'éducation, qui sont bien d'autres que les ESH de nos jours, et puis la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, la CNSA, donc vous savez qu'elle gère, dirige, chapeaute les MDPH qui vont juste arriver là. Ça va de 2005, encore une fois. La revoilà, donc pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc finalement, on renonce à ce moment-là à la tragédie personnelle, donc c'est la fin de la jurisprudence Perruche, et puis on considère plus le handicap comme une licence personnelle, mais comme une restriction dans les capacités, dans la possibilité de s'insérer dans la société. Donc là, c'est un changement de paradigme qui va permettre donc de proposer des aménagements pédagogiques, des aménagements de conditions d'examen, de concours, etc. Les instaurations, l'accessibilité aux bâtiments et aux transports, ça a créé les MDPH, qui officiellement deviennent des MDA maintenant, puisqu'on fusionne le pôle enfant et adulte dans des maisons d'autonomie. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, je pense que plusieurs d'entre vous sont présents qui écoutent le siéger. Et puis, on crée la PCH, qui permet notamment depuis 22 aux personnes avec un TDAH, donc avec un handicap dit cognitif, de bénéficier de la PCH, ce qui n'est pas le cas au départ. Et puis, il y a plein d'aides qui sont arrivées. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais pour vous dire que vraiment, c'est devenu. Enfin, on prend réellement au sérieux les gens en situation de handicap et on essaie de compenser la plupart des choses pour leur permettre justement d'être bien dans la société. Dernière peut-être révolution législative, elle est un peu moins connue, ça va du 7 février 2022. Alors, c'était marrant, c'est que la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et la prévention de la bientraitance a promu cette loi pour protéger les enfants parce que, figurez-vous que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de définition de la maltraitance en droit français. Ça ne savait pas ce que c'était maltraitance. Et donc, il a fallu la définir. Ben, les trucs qui traînaient dans la littérature, évidemment. Hein. Mais du coup, une maltraitance maintenant en droit, c'est un geste, une parole, une action ou un défaut d'action. Défaut d'action. Visant les personnes en situation de vulnérabilité, c'est vrai que c'est plutôt les personnes placées éventuellement, mais par extension, c'est tout le monde, compromettant ou portant atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, intervenant dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on peut invoquer, Maître Jalon le dira, confirmera, en cas d'un parent, par exemple, qui refuse un traitement par méthylphénidate, un juge des enfants, ou le juge aux affaires familiales, peut invoquer cette loi en disant que c'est une situation de maltraitance. Et donc, le juge passe outre. Tu as raison. Il pourrait. Il ne fait pas encore. Il pourrait. Ça n'a l'air si simple qu'on est là. Oui, après, il faut que les avocats le disent. Mais voilà. Et en théorie, on a une porte qui est ouverte là.
Donc, elle précise donc les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non, donc individuelles, collectives ou institutionnelles, ça c'est pas mal plus. Et que les violences ou les négligences peuvent revêtir des formes multiples ou associées au sein des associations, des situations. Donc, en fait, le juge, maintenant, il est obligé d'avoir un entretien individuel avec l'enfant s'il y a une situation de maltraitance. Et si l'enfant n'est pas capable de répondre, il a l'obligation, lui, de demander à quelqu'un de se substituer à l'enfant et de pouvoir euh, répondre aux questions et préciser des situations. Avant, c'était peut-être un peu plus rapide comme procédure. Maintenant, c'est très clair. Il faut absolument que le juge ait un entretien individuel avec l'enfant. Euh, et donc, ce que j'ai cité, donc la possibilité pour le juge des enfants d'autoriser des actes déterminés relevant de l'autorité parentale sans limitation de durée, notamment l'administration de traitement. Donc, c'est possible, c'est pas entré dans les mœurs, mais c'est possible. En 2021, on a eu un plan d'action interministériel pour le handicap, et notamment, alors, toujours pareil, le TDAH est venu toujours après. Hein. D'abord, c'est l'autisme, parce que les familles de patients autistes ont fait un lobbying de longue date. Et donc, tout était autisme. Avant, tout était dyslexie. Maintenant, tout est TND. Donc, c'est un peu mieux. Et puis, dans le TND, on sait qu'il y a eu TDAH. Donc, quelque part, c'est sur avance. Et donc, ce plan interministériel donc, avait l'ambition de inscrit que les parents étaient démunis la plupart du temps parce qu'ils ne comprenaient pas et que les professionnels ne comprenaient pas ce qui se passait et que l'enfant ne pouvait pas nommer de quoi il s'agissait. Et que donc, il était nécessaire d'éclairer le juge des enfants, par exemple, dans des procédures. Et donc, le juge pourra demander des compléments d'information. Et figurez-vous qu'il n'y a pas d'experts en pédopsychiatrie. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la classification des experts, il y a des experts psychiatres, des experts psychologues, mais pas d'experts pédopsychiatres. Ça n'existe pas. C'est des psychiatres adultes qui voient des enfants. Alors, les pédopsychiatres, c'est des experts, mais. Et donc, on a créé, peut-être un peu précipitamment à mon sens, un petit peu trop vite, une liste d'experts. Alors, on n'a pas créé une catégorie d'experts TND, on a juste dit on va faire une autre liste d'experts et là, il n'y aura pas de critères. Et comme ça va aller plus vite. Voilà. Donc, tout le monde peut être expert sur les troubles du neurodéveloppement, ce qui est un tout petit peu dommage quand même. Mais en tout cas, le juge peut faire appel à ces experts en cas de TND, notamment de TDAH, pour être éclairé sur la situation. Et puis, le plan d'action inscrit aussi la formation des professionnels, notamment au niveau de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, ça c'est pas du luxe, et même l'École nationale de la magistrature qui a dû faire entrer un module de formation TND dans son enseignement. Et je sais pas où ça en est, le nouveau code de justice pénale des mineurs, je crois que c'était en cours, je ne sais plus si le projet est abouti, mais enfin, c'était une histoire. Donc, on voit là qu'il y a une prise en compte, une prise de conscience du monde du droit, du TND, qui ne se traduit pas forcément dans la réalité des prétoires et des bureaux des juges. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui est lancé. J'ai parlé de droit constitutionnel tout à l'heure, donc pour vous dire que là aussi, il y a la loi et l'esprit de la loi, finalement. C'est-à-dire que dans la Constitution de 1947, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement, notamment à la mère, à l'enfant et aux travailleurs. Donc, c'est tout ce mouvement qui est inscrit dans la Constitution. Et on a une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui dit que les exigences constitutionnelles résultant de cette disposition impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. Donc, tout ce qui dépêche ça, c'est un droit constitutionnel, on ne peut pas aller contre. Par contre, tout de suite derrière, le Conseil constitutionnel dit que c'est une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Donc, on fait comme on peut. Et si on peut, on fait. Et si on ne peut pas, on ne fait pas finalement. Donc, l'obligation, elle est un peu relative, de ce point de vue-là en tout cas. Et cette obligation de résultat, elle va dépendre du degré de mobilisation des ressources de l'État, des objectifs de valeur constitutionnelle aussi ou d'intérêt général. C'est-à-dire que s'il y a d'autres choses plus importantes, ben, on fait des choses plus importantes d'abord. Donc, c'est quand même important de dire que c'est un droit
inconstitutionnel et inaliénable. Alors, vous voyez que pour faire un résumé rapide, quand le TDAH convoque le droit, ben, finalement, c'est toutes les situations, en fait, qui vont être impactées par tout ce que je vous ai dit, sur cette notion d'inclusion qui a évolué et de compensation, de reconnaissance, etc. Mais c'est dans le droit civil, euh, dans l'éducation, bien sûr, les mesures d'accompagnement, le droit de la famille, le droit de l'enfant, dans le droit public, le droit administratif, dans la procédure pénale aussi. La question qu'on avait évoquée en janvier dans le colloque, c'était aussi comment former des policiers à l'interrogatoire d'un patient avec un TDAH et avec une dysphasie. Ça peut être amusant. Hein. Moi, j'en ai eu un comme ça. Hein, donc, je vous raconte l'histoire vite fait parce que j'aime bien parler, donc je vais prendre du temps. Mais le gamin donc, est arrêté pour une bêtise. Il n'est même pas coupable. C'était sur le trottoir où on s'est passé dans l'appartement, mais lui, il n'était pas en cause. Les flics, bien sûr, pour faire un peu sympa, le serre devant le collège avec les papons, les menottes et tout, ça fait quand même sympa. Donc, il l'amène au poste. Et là, le gosse, bien sûr, très intelligemment, leur dit qu'il n'a rien fait, qu'il ne comprend pas pourquoi il est là. Il essaie d'avoir des aveux et il dit, tu sais que tu es chez les flics ici. Et lui, il dit, ben non, parce que les flics, ils ne sont pas comme ça à la télé. Voilà. Ça commence mal. Voilà. Et ça continue comme ça à quelques heures. Hein. Donc l'autre disant, j'ai rien fait, donc j'ai peut-être rien à me dire puisque j'ai rien fait, mais pour ne pas expliquer pourquoi il n'avait rien fait, mettant en cause le contexte, etc. Donc du coup, c'est pas provocateur de base, il a été déféré le soir même pour le juge. Hein. Sans parler de tout le détail. Et il a fallu une année de procédure pour que tout s'arrête, alors que le gamin avait strictement rien fait. Donc, il n'aurait rien fait. Bon, ses copains avaient fait un viol en réunion, ça d'accord. Et eux, ils sont en tôle, ça va. Mais lui, il n'avait rien fait. Et comme il était sur le même trottoir au même moment, il était supposé être complice. Et puis en droit mixte, donc c'est le droit au travail, bien sûr, avec la FPTH. Vous voyez que les niveaux d'intérêt, enfin les niveaux d'application du TDAH au niveau d'application sont multiples et qu'à chaque fois, il va falloir informer les différents juges euh, à, ces concepts que je vous ai évoqués. Et donc, euh, on compte aussi sur la formation des avocats et ce n'est pas gagné. En conclusion, donc, l'assistance au droit et de la réparation, l'intégration et la compensation, l'inclusion dans la société sont le fruit d'un long processus qui s'est étendu sur plusieurs décennies. Vous avez vu que ça a progressé apparemment rapidement, mais quand même, plusieurs décennies. Et dans tout le TDAH, donc convoque, mais que ce soit tous les TND, hein, le droit dans toutes ses branches, et que la perception, encore une fois, des juges, des avocats, des procureurs est assez peu satisfaisante. Et comme à chaque fois, le manque d'information, le manque de formation est à l'origine de la stigmatisation et de l'inégalité des chances. C'est vraiment contre ça qu'il faut lutter. J'en ai terminé ma présentation, j'espère que je ne vous ai pas trop barbé. En bas à droite, vous voyez Société française du TDAH. On l'a créée au mois d'octobre. Donc les professions réglementées, comme on dit, peuvent y adhérer. C'est une savante nationale. Diane Purper-Wackel qui est présidente. Moi, je suis trésorier. Stéphanie Viola, qui est à Grenoble et secrétaire. Après, vous avez les vice-présidents. Benjamin Roland, qui est dictologue à Lyon. Maëva Roulin, qui est neuropsychologue en libéral. J'ai oublié la dernière. Willy Thibault de Noël, qui est pédiatre en Occitanie, libéral. Voilà, donc si vous pouvez adhérer à la SPH, n'hésitez pas, on a besoin de soutien pour mener des actions à bien avec les différentes autorités qui sont nos interlocuteurs. Et puis je vous remercie de votre attention.